Alors ce soir, on n'est pas dans cette configuration de séparation, au contraire, on est dans une configuration de rencontre et de dialogue, et c'est pourquoi je voudrais remercier très vivement nos 5 intervenants, Monique Atlan et Roger Paul-Droit en premier chef, auteurs donc du Sens des limites, ouvrage que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies et en ligne, si vous ne l'avez pas déjà lu. Une saine réflexion sur le sujet au cœur de nos échanges de ce soir. Madame Atlan, vous êtes journaliste et une passeuse, j'espère que le terme vous conviendra, vous corrigerez, en littérature et en philosophie, avec, je cite, mais il y en a bien d'autres, le programme Vue de l'Esprit, sur France 4, si je ne m'abuse, de France 5, pardon, il y a quelques années. Et vous avez co-signé de nombreux livres avec Monsieur Droit, dont celui-ci, Le Sens des limites. Monsieur Droit, vous êtes philosophe, vous vous êtes beaucoup intéressé aux traditions orientales, et outre vos travaux qui portent notamment sur un questionnement autour des évolutions de l'humain, transhumanisme et autres, bien sûr, vous faites un important travail de vulgarisation sur la pensée des philosophes de l'Antiquité et contemporain. Merci à tous deux de nous rejoindre ce soir. Avec 3 discutants que je vais citer par ordre d'intervention. Donc voilà, comme ça vous saurez qui va discuter dans quel ordre. Georges-Elias Sarfati, tout d'abord, qui est docteur en études hébraïques et juives de l'Université de Strasbourg. Je ne cite pas tous tes titres, cher Georges-Elias, mais je cite celui-là. HDR, sciences sociales à l'Université de la Sorbonne, Paris 4. Auteur des enseignements L'homme et le monde dans la pensée biblique, notamment à l'Institut Elie Wiesel, mais également à d'autres endroits. Et je ne peux pas te présenter sans dire que tu es également directeur de l'École française d'analyse et de thérapie existentielle, logothérapie, qui donc s'inspire des travaux de Viktor Frankl. Georges-Elias, merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Il faut savoir, cher Monsieur Droit et Madame Atlan, que nos 3 discutants sont des familiers de l'Institut. On les invite régulièrement et ils viennent avec grand plaisir pour notre plus grand honneur, nos plus grandes joies. Père-Éric Morin, vous êtes docteur en théologie biblique, donc également formé en philosophie, puisqu'on se forme en théologie d'abord en se formant en philosophie, ce qui vous fait un pont notamment avec nos amis philosophes de ce soir. Ancien élève de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, et directeur du service biblique Évangile et Vie, qui a été créé à la Conférence des évêques de France pour faciliter l'accès de tous à la Bible. Donc, une grande pertinence que vous soyez là ce soir. Merci, Père-Éric, également membre du conseil scientifique de l'IHEMR. Dernier, et juste par ordre de citation, et pas du tout le dernier, bien sûr, Khaled Bencher, extrêmement connu, professeur d'anthropologie du fait religieux à l'Institut international de la pensée islamique, président de la Fondation de l'Islam de France et membre du Conseil des sages de la laïcité. Vous produisez et animez la remarquable émission Questions d'Islam sur France Culture. On en parlait encore avec Eric tout à l'heure, avant que tu arrives. Et vous avez présenté l'émission Islam sur France 2 de 2001 à 2019. Vous avez peut-être croisé Monique Atlan à l'époque. Auteur du Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes, entre autres, mais je cite celui-là par rapport au sujet du soir. Voilà, merci encore à tous les 5 d'être présents. Et donc, on va démarrer. Le format est le suivant. Vous allez avoir 20-25 minutes. 25 minutes, je crois que c'est à peu près ce qu'on a négocié hier encore pour votre intervention. Roger Paul-Droit et Monique Atlan. Et puis ensuite, les discutants monteront là à ma place ici et viendront intervenir, réagir, discuter avec vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole et on va vous mettre en plein écran. Voilà. Alors, j'espère qu'on vous entend. Allez-y. On ne vous entend pas. Votre micro est désactivé. Est-ce que là, ça va?
Super. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Avant de commencer, bien sûr, je voudrais en nos deux noms saluer Xavier Guézou qui a été à l'initiative de cette invitation et que nous remercions très vivement. Nous sommes effectivement très heureux de participer pour une fois à vos travaux. Alors, ce que nous pouvons apporter à la séance de ce soir, c'est bien effectivement un retour et un approfondissement de cette notion de limite pour la défaire autant que faire se peut, des a priori à l'emporte-pièce, des idées reçues, du non-pensé dont elle est le plus souvent l'objet. Et il nous paraît que c'est d'autant plus urgent que c'est bien ce que nous pensons être une véritable crise des limites, crise du sens des limites que vit notre société, qui a motivé le travail et le livre que nous avons publié il y a un an maintenant. Alors, beaucoup ont pensé à la sortie de notre livre qu'il avait été élaboré en relation avec les contraintes de la pandémie que nous vivons, que nous traversons depuis plus de 2 ans. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce thème, je crois qu'on peut dire qu'il traverse toutes les réflexions que Roger Paul et moi avons menées ensemble et qu'il est déjà présent dans un livre que nous avions publié il y a maintenant 10 ans, qui s'intitulait « Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies ». Alors, à l'époque, nous avions fait un grand voyage et mené une enquête auprès de 50 chercheurs et scientifiques dans le monde pour essayer de comprendre ce basculement technologique que provoquait l'émergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences cognitives et bien entendu du numérique. Alors à ce moment-là, on n'envisageait pas encore l'intelligence artificielle dans l'ampleur qu'elle a prise depuis. Et en fait, cette enquête posait finalement à chaque détour la question des limites et de l'illimité. Ainsi, quand nous avions rendu visite à Ray Kurzweil, vous savez, Ray Kurzweil, c'est ce fameux pape du transhumanisme qui dirige aujourd'hui le département d'ingénierie de Google, devant nous, il rêvait à voix haute de la fusion proche de l'homme et de la machine, de ce moment qu'il appelle celui de la singularité, qui verrait la possibilité de télécharger nos consciences sur un disque dur. De même, autre exemple, quand nous écoutions Douglas Melton, un grand spécialiste de la reprogrammation cellulaire que nous avions rencontré à Harvard, qui nous affirmait tranquillement, oui, nous pouvons arrêter la mort. La limite ultime de la mort, il pensait pouvoir l'arrêter. Alors, je pourrais continuer dans tous les champs de la connaissance que nous avions arpentés, mais je vais passer à la suite. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à l'issue de cette enquête, nous avions compris que tout ce qu'il a traversé posait finalement à chaque fois la question des limites, de leur sens, mais surtout de leur brouillage. Une crise tout à fait inédite où le désir d'effacer carrément les limites se substituait à celui finalement beaucoup plus classique de vouloir les dépasser. Car il y a bien une différence entre vouloir dépasser ces limites en s'appuyant sur des limites antérieures, comme un sportif le fait avec ses précédents records, et vouloir effacer, nier carrément l'idée même de limite. Alors, 10 ans plus tard, tous ces thèmes font désormais l'actualité, la crise souterraine a émergé, et notamment justement à la faveur tout à fait paradoxale de cette pandémie qui a imposé à chacun d'éprouver charnellement la question des limites. Alors, je n'insiste pas là-dessus, c'est notre quotidien, mais il y a eu aussi ce constat tout à fait troublant des limites, de la prise de conscience des limites de nos connaissances scientifiques face à ce virus toujours pas maîtrisé, mais aussi des limites de nos moyens de gestion de cette crise, et aussi des limites de nos capacités à endurer psychiquement tout cela. Donc, il était effectivement temps de revenir à cette question des limites. Et alors, pour formaliser notre réflexion, nous avons choisi d'inventer 2 personnages conceptuels. Alors, ils n'existent pas à l'état pur, bien qu'ils n'existent pas complètement dans le réel, mais ils tentent, ces 2 archétypes, si vous voulez, de dire quelque chose de ce réel, parce qu'ils incarnent 2 tentations absolument opposées que nous avons voulu faire saillir d'une certaine façon. Alors, nous avons baptisé Homo illimitatus, l'homme illimité, et en face, Homo limitans, l'homme des limites, celui qui n'en veut plus aucune, face à celui qui veut les renforcer toutes, toujours plus. Alors, Homo illimitatus, ce serait donc celui qui est soumis à cette tentation intense d'effacer les limites. Elles sont toujours vécues par lui comme des carcans à lever, à défaire dans tous les domaines. C'est celui qui rêve de fusion,
de fusion avec la machine, comme je le signalais tout à l'heure, de fusion entre l'homme et l'animal, avec cette attention décuplée que l'on porte à notre relation aux animaux, de fusion entre l'homme et la nature, puisque maintenant on va jusqu'à embrasser les arbres, mais aussi d'indifférenciation entre privé et public, de ce désir d'exposition et de transparence. L'homo limitatus, c'est celui qui est au fond toujours en mouvement, mobile, nomade, qui rêve d'indifférencier, de métamorphose, notamment corporelle, vu l'augmentation des cas de chirurgie esthétique de tous ordres. Il rêve de fluidité. C'est celui qui, au fond, refuse d'être assigné à une place quelconque par son identité, son ethnie, son genre, son sexe. C'est celui qui rêve de devenir le maître de son autocréation et recréation permanente. Il aurait pour devise « Je décide à chaque instant de ce que je suis l'instant suivant ». Mais plus récemment et parallèlement, face à cette tentation d'un homo illimitatus cosmique, et d'une certaine façon, comme en réaction forte de repli, se tient homo limitans. Alors lui, c'est au contraire, il prône le retour rigide aux limites partout, aux frontières, aux murs, à l'exclusion des étrangers, ou encore sous la forme d'une écologie que l'on qualifie parfois de punitive, de l'appel à une décroissance toujours plus catastrophée et catastrophiste, ce que nous avons formulé dans notre livre en parlant de dictature du limitariat. Voilà des portraits qui semblent opposés. Mais au fond, ce que nous avons appris en réfléchissant pour écrire ce livre, c'est qu'à bien y regarder, nous nous sommes rendus compte que ces ennemis se révélaient en fait plutôt frères jumeaux. Car finalement, Homo illimitatus et Homo limitans partagent au moins un point commun. Et c'est justement ce rapport aux limites, un rapport rigide, radical, une sorte de logique du tout ou rien. Soit aucune limite, la limite carcan à faire sauter, soit toutes les limites protectrices sans cesse à renforcer. Et c'est à notre avis cette logique, trop simpliste, hâtive, d'une intensité tout à fait radicale, qui au fond produit cette crise que nous vivons actuellement. Avec, à mon avis, une première conséquence qui n'est pas suffisamment aperçue et qui n'est pas une mince affaire, c'est que dans les deux postures, au fond, on retrouve l'écartement, l'annulation de l'idée même de l'autre. Car si Homo illimitatus, dans son mouvement, tend à effacer jusqu'à l'idée de l'autre, du différent, puisqu'il privilégie l'indifférencié en voulant effacer les singularités, en produisant ce que j'appelle, moi, même si ce n'est pas un très joli mot, de la mêmeté, tous les mêmes. Homo illimitans, lui, vise l'exclusion des autres, que ce soit les étrangers, les migrants, finalement tout autre. Avec au final, dans les deux cas, des êtres qui, dans leur ensemble, pensent ne plus rien devoir qu'à eux-mêmes, sans dette à l'égard de tout autrui, ce qui, évidemment, n'est et ne sera jamais qu'un fantasme. Alors, comment on est arrivé là? C'est à Roger Paul que je passe la parole pour ouvrir la focale. Alors, je vais donc tenter d'esquisser à grands traits par quelles étapes nous sommes arrivés à la situation que Monique vient de décrire. Mais non, sans avoir dit que je suis évidemment très heureux, moi aussi, d'être parmi vous et d'entamer ce soir ce dialogue entre philosophie et monde religieux. Alors, cette situation, elle n'a pas été évidemment toujours identique. Alors, il y a toujours eu des limites, ça va de soi, des limites rencontrées ou constatées, qu'elles soient physiques, géographiques, des limites instaurées, politiques, éthiques, mais le regard collectif porté sur ces limites a évolué. Les manières de se les représenter ont changé au cours de l'histoire. Et sans faire une histoire détaillée, évidemment impossible ici, et peut-être impossible en général, on peut distinguer à titre de repère trois grandes étapes. Trois attitudes distinctes envers les limites qui ont scandé l'histoire occidentale et qui constituent en quelque sorte la généalogie de la situation actuelle. La première attitude, qui englobe toute l'Antiquité grecque et romaine, c'est finalement simplement le respect. Grecs et Romains respectaient les limites. Alors ça ne veut évidemment pas dire qu'ils ne les transgressaient jamais, mais ils les valorisaient.
Il s'en faisait une haute idée. Ce que combattent les penseurs de l'Antiquité, c'est la démesure, ce qu'en grec on dénomme hubris, c'est-à-dire le penchant des humains à l'excès, au toujours plus, un penchant qu'il faut endiguer en posant des bornes aux désirs comme aux actes. Les exemples sont innombrables, évidemment, dans le domaine de la table, ce sont les festins interminables, dans celui de la boisson, les beuveries sans fin, dans l'activité sexuelle, les orgies insatiables, mais aussi dans le domaine de la violence, cette hubris qui consiste à s'acharner à tuer au-delà du raisonnable de la guerre, si j'ose dire, et qui conduit à la barbarie. Dans le domaine du pouvoir, c'est la propension de ce pouvoir à devenir tyrannique et donc inhumain. En fait, pour les anciens, seule la mesure est humaine. Et c'est pourquoi ils font l'éloge des limites, incitent à les respecter, voire à les vénérer. Parce que la démesure, à leurs yeux, conduit à la destruction de soi comme de l'autre. Il faut donc partout définir des limites, les mettre en œuvre pour que chacun parvienne, comme disait Socrate, à devenir meilleur, à vivre mieux avec soi-même comme avec les autres. Vous voyez que dans ce paysage mental, les limites ne sont absolument pas des carcans ni des fardeaux. Au contraire, ce sont des instruments de libération, ce sont des victoires à remporter sur soi, sur ses penchants, ses mauvais désirs. Les limites garantissent un comportement éthique, mais aussi une harmonie politique. De la même manière, dans le regard des anciens, qu'elles structurent le monde physique, parce que leur univers n'est pas infini. Ils croient, comme vous savez, les étoiles accrochées au ciel, un peu comme dans le dôme d'un grand planétarium, et sur notre planète, l'océan qui entoure les terres constitue une limite infranchissable. Durant toute l'Antiquité, ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule, notre détroit de Gibraltar, était considéré comme la frontière du monde humain vivable. Et il y était inscrit, dit la légende, nec plus ultra, c'est-à-dire pas au-delà. Avec les temps modernes, absolument tout change. Il va s'agir d'aller au-delà, d'explorer tout ce qui peut l'être et donc de dépasser les limites et non plus de les respecter. Cette deuxième phase constitue une rupture profonde avec la représentation ancienne, qui avait perduré sans grand changement jusqu'à la fin du Moyen Âge. Un signe très frappant qui illustre cette rupture se trouve dans l'illustration de première page de la Nouvelle Atlantide. En 1627, le manuel de la modernité, de la science conquérante, rédigé par le philosophe anglais Francis Bacon, a sur son frontispice une image de Caravelle qui vogue vers la haute mer, et on y lit cette formule « plus ultra », plus loin, exactement l'inverse de la maxime antique. Les causes de ce basculement, qui commence à la Renaissance, sont multiples et bien connues, grandes explorations qui font découvrir le continent américain, le Japon, la Chine, astronomie moderne qui naît avec Copernic, physique mathématique qui émerge avec Galilée. Toutes ces ruptures font passer du monde clos à l'univers infini, pour reprendre le titre d'un ouvrage devenu classique d'Alexandre Coiré. Et c'est alors que naissent et se développent de plus en plus intensément, chacun le sait, capitalisme, système bancaire, commerce mondial, industrie, connaissances scientifiques, applications techniques. L'idée dominante, c'est que le progrès est conçu comme une expansion permanente, une conquête de nouveaux savoirs, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux territoires comme de nouveaux marchés. Et dans tous les domaines, le dépassement des limites devient le moteur. Même dans le domaine des mœurs ou dans celui de l'esthétique, on conçoit les progrès comme les dépassements de bornes anciennes. Mais, évidemment, il faut le souligner à nouveau, ce dépassement suppose toujours que les limites existent pour pouvoir être outrepassées. La dernière et troisième attitude, celle qui justement veut effacer les limites, elle n'est apparue massivement que depuis la fin
du XXe siècle. Et c'est un projet très particulier et finalement inédit probablement dans toute l'histoire humaine. Il est bien sûr impossible de fixer une date de naissance précise à ce grand fantasme d'effacement des limites. Malgré tout, pour illustrer son émergence, il est probable que mai 68 constituerait un bon point de repère. Il est interdit d'interdire. Voilà qui semble effacer toute contrainte, vivre sans temps mort et jouir sans entrave, voilà qui proclame également la mort des limites, ce qui, il faut le répéter, n'est qu'un pur fantasme. Face à l'impasse actuelle que constitue cette crise des limites qui oppose effaceurs et durcisseurs, il nous semble urgent de redéfinir la notion et de rappeler qu'elle est bien plus subtile et bien plus complexe qu'on ne le croit. Alors, effectivement, comment imaginer, comment sortir de l'ornière dans laquelle nous place cette crise? Alors, sans doute, il faut accepter de repenser cette notion, non pas d'en faire une analyse conceptuelle systématisée, mais de tenter, au fond, ce que nous avons essayé de faire, des variations autour du thème pour lui redonner à la fois matière, épaisseur, efficace, positivité. Alors, notre but n'est pas d'essentialiser la limite, car il n'existe pas de limite en soi. Il y a toujours d'innombrables limites qui traversent d'innombrables champs, et elles sont toujours limites entre deux éléments, deux parties pour marquer la trace de leur séparation. Alors, on pourrait dire que la représentation finalement la plus hâtive, la plus fréquente, la plus immédiate de la limite est d'abord visuelle. C'est généralement cette ligne blanche sur l'autoroute, c'est la clôture entre deux parcelles de terre, c'est la frontière avec ses panneaux annonciateurs. Effectivement, ce sont des limites, mais ces limites ne sont en réalité pas des objets. Ce sont toujours d'abord ce que Léonard de Vinci appelait une causa mentale, et une chose mentale. Alors lui, il utilisait cette expression pour décrire ce qu'était pour lui la peinture. D'abord, une chose de l'esprit, un produit de la pensée qui, dans un second temps, seulement trouve son expression et son achèvement dans le geste pictural qui rend visible, qui donne forme à cette chose mentale. La limite est bien une idée rendue visible, dans certains cas par sa représentation concrète dans l'espace qui la symbolise, mais toutes les limites ne sont pas forcément visibles. Au fond, ce qui rend très singulière l'idée de limite, c'est le fait que cette notion, sans peut-être qu'on l'aperçoive au premier abord, conditionne et permet l'existence de toutes les autres notions. Pour nous, la limite est la condition non seulement de la pensée, mais de l'organisation du vivant humain dans toutes ses dimensions, biologiques, cognitives, psychiques, culturelles, morales, politiques. Il n'y a pas de cellules sans différenciation des cellules. Il n'y a pas de langage sans différenciation entre les sons, entre les mots, entre les phrases. Il n'y a pas de société possible sans différenciation entre les êtres. C'est pourquoi il nous paraît que penser et poser des limites constitue au fond une des activités humaines principales. La limite est la vie même. Sans limite, il n'y aurait ni pensée, ni relation, ni société, pas d'existence, ni de coexistence. Alors, dans le livre, nous avons évoqué 10 variations autour de ce thème. Je vais en retenir 4 pour ce soir parce que le temps va nous manquer. Premièrement, la limite marque la séparation. Alors, on le voit très bien à travers les différents récits qui veulent décrire l'origine du monde. Par exemple, dans la Grèce antique, vers le 8e siècle avant notre ère, Hésiode, dans sa Théogonie, retrace la naissance du monde et des dieux en commençant par ces mots « avant, tout fut chaos », c'est-à-dire un état de confusion antérieur à tout partage. Et ce mot grec, chaos, c'est comme un gouffre ou un abîme pour dire l'état de cet espace illimité et qui a besoin de ce partage pour séparer de la distinct et de retrouver la création du monde. Et évidemment, dans le récit biblique, dans les premiers versets de la Genèse, sur fond de ténèbres sur la face de l'abîme, Dieu crée les cieux et la terre. Et c'est par une parole qui nomme et sépare dans le même temps, qu'il fait advenir selon un déroulement précis
des éléments qui n'existaient pas antérieurement. Donc, nommer, séparer et créer constituent une seule et même action. Sur Terre règne d'abord le tohu vavohu, c'est-à-dire notre tohu bohu, cet espace confus, sans signification, dépourvu de repères. La séparation, création du monde et de chaque espèce, chacune selon son genre, comme il est dit, rend la Terre humainement habitable, mettant fin à ce désert informe, indistinct. Donc, séparer, c'est créer. Tout acte créateur est d'abord un geste de séparation qui donne forme. Et en ce sens, la séparation est première, elle est vitale dans tous les registres. Exister, parler, connaître, juger suppose toujours de séparer, de sortir de l'indéterminé, du brouillard de la confusion, du magma des éléments mêlés. D'où de là une question. Si la séparation est à l'origine, si elle est première, comment s'organise sa relation à la limite? Habituellement, on pense la limite comme destinée à produire la séparation. On en vient à croire qu'elle la crée. En réalité, il n'en est rien. Le processus est strictement inverse. La limite n'est pas la cause de la séparation, mais son effet. La limite en est l'indice, le signe, l'outil, et éventuellement le garant de la séparation qui est toujours première. Mais, et c'est le deuxième point, la limite permet évidemment d'unir, de relier des éléments séparés. Ainsi, je reprends l'exemple de la langue, il faut des lettres distinctes, des mots, des sons séparés pour produire une langue et du sens. La limite habite les marges, les entre-deux, les espaces intermédiaires. La limite agit, si vous voulez, comme un opérateur de sens, seul à même de créer des concepts pour appréhender le réel, pour avoir des idées claires et distinctes, comme disait Descartes. Troisième point, la limite est en fait à penser plutôt comme un espace. Vous savez, en latin, limes ou limitor signifie l'espace qui permet de se frayer un chemin entre deux champs. Il s'agit bien d'un espace. On peut aussi prendre comme exemple le champ du psychisme qui avait été décrit par Freud avec ces trois entités topiques qu'il met à jour, à savoir le conscient, le préconscient et l'inconscient, trois espaces qui fonctionnent de façon autonome et qui interagissent aussi. Alors, on pourrait aussi, je reparle de Léonard de Vinci, et cette fois de sa technique du sfumato. Alors, qu'est-ce que c'était le sfumato? C'est comment il obtenait par une superposition de couches de peinture quelque chose qui donnait au contour un aspect évanescent, incertain. Il y a de l'incertain, du flou dans les limites, contrairement aux représentations qu'on en a généralement. De la même façon, comment, dans le temps, distinguer entre l'automne et l'hiver? Aucune ligne frontière n'existe pour les marquer, mais toujours des périodes intermédiaires de transition. Donc là encore, la limite comme quelque chose de plus incertain. Enfin, une autre représentation possible pour essayer d'évoquer plus précisément la notion de limite, si la limite était une machine, on pourrait dire que la limite agit comme une machine à café, par percolation, en jouant un rôle de filtre pour laisser passer ou refouler ce qui doit l'être. Et vous voyez comme lentement et sûrement, on en arrive au jeu de la limite dans le domaine des normes sociales, morales et politiques. Et pour prolonger cette mise en lumière des aspects positifs de la limite, je souhaite évoquer le plus brièvement possible, pour conclure, son rôle fondateur dans l'éthique et dans la vie sociale. Alors, la question n'est évidemment pas d'être pour ou contre les limites en général, ce qui n'aurait aucun sens, mais plutôt de comprendre à la fois leur complexité, leur subtilité, pour en faire de nouveau quelque chose de fécond, de vivant, parce qu'elles sont indispensables. C'est le cas dans le domaine de l'éthique, pas d'éthique sans limite. Vous connaissez la phrase célèbre qu'Albert Camus prête à un de ses personnages dans le roman posthume qui est Le Premier homme: un homme, ça s'empêche. L'humanité se fonde et se maintient effectivement sur de grands interdits majeurs, le meurtre, l'inceste, la torture, la barbarie, pour pouvoir continuer d'agir et d'avancer. Les limites, en ce sens, rendent possible la vie commune. Et il y a une phrase que nous aimons beaucoup, Monique et moi, et que nous citons à la fin de notre livre: « Accepter les limites ne bouche pas l'horizon. Cela permet d'aller plus loin sans se perdre. »
L'auteur de cette phrase est une psychanalyste, José Violette, mais la formule s'applique évidemment à de multiples situations où la limite permet justement de ne pas s'égarer et de continuer à progresser. Reconsidérer ainsi la notion de limite, c'est se rendre compte qu'elle implique d'abord une relation au temps. Il s'agit d'anticiper, de prévoir les conséquences. Elle implique aussi de la responsabilité. Il s'agit de décider de ses actes. Elle implique enfin et surtout peut-être une attention qui ne soit pas centrée que sur soi-même. La limite, en ce sens éthique, incarne le souci des autres, qui est bien le fondement même de toute éthique. Mais la limite, de façon non contradictoire, peut aussi impliquer des négociations, des ajustements, des compromis explicites ou implicites. Parce que la limite n'est pas toujours fixe, elle peut être mobile, elle peut se décider collectivement. Alors, il faut, je crois, arriver à tenir cette idée qu'elle est d'un côté insuppressible et d'un autre mobile, adaptable, négociable en fonction des situations et de leur évolution. Et les deux à la fois. Très souvent, on ne comprend pas ça spontanément et on dit « Ah, ben, si vous voulez faire bouger les limites, c'est vous tombez dans le relativisme et il n'y en a plus ». Pas du tout. Il est indispensable, par exemple, ce sont des champs très différents, mais il est indispensable qu'il y ait une limitation de vitesse sur la route et on peut cependant décider ou discuter de son point d'application. Il est indispensable qu'il y ait un âge du consentement sexuel et on peut également parler de sa variabilité. Et la crise récente de la pandémie nous a montré comment les mesures sanitaires, elles aussi indispensables, restent cependant adaptables. Et cette fois, je pense que l'idée de cette limite insuppressible mais mobile pourrait être illustrée de la façon la plus simple par ces rubans qui, dans les aéroports, délimitent les files d'attente. Ils ne disparaissent pas, mais ils s'ajustent en fonction des flux. Il faut donc des limites, mais elles peuvent bouger et il n'y a pas là de contradiction ni de chute dans un effacement. En fait, nous sommes, pour conclure, je dirais, convaincus qu'on peut tout faire avec les limites. Les promulguer, éventuellement les changer, parfois, quand elles sont caduques, les supprimer, les alléger, les dépasser, parfois même, si c'est utile, les transgresser, tout. On peut faire tout, sauf les gommer et totalement, sauf les effacer partout, comme on en rêve aujourd'hui de plus en plus. Parce qu'effacer toutes les limites revient à tendre vers l'inhumain, à accélérer la barbarie, dans la mesure où les limites sont le plus souvent liées au sens des autres, à la dignité et à la liberté des autres. L'homme est l'être des limites, dit le philosophe allemand contemporain Bernard Waldenfels. Et ce sont toujours des limites qui permettent et qui garantissent la coexistence. La tolérance, par exemple, n'a jamais signifié que nous devions faire et laisser dire n'importe quoi. La coexistence et la tolérance que permet et qu'elle permet est fondée sur la reconnaissance commune de limites à l'intolérable. Et avant de passer la parole à nos discutants, que je salue avec l'honneur qu'ils nous font de nous avoir écoutés, et ensuite pour passer la parole à tous les participants, je vais terminer en disant que cet effacement des limites, qui constitue la tentation majeure de notre époque, à nos yeux, concerne évidemment le monde religieux de manière toute particulière. Parce que le monde religieux, dans ses formes les plus diverses, repose tout entier sur des limites entre Dieu et homme, bien et mal, pur et impur, et plus encore entre fini et infini, pour ne citer que les plus importantes. Alors, je ne vais pas dresser une liste, même très rudimentaire, mais je crois que nous n'aurons tout à l'heure, tout de suite, que l'embarras du choix dans les échanges qui suivent. Monique et moi, nous vous remercions de votre écoute. Merci beaucoup. Bon, on peut peut-être les applaudir déjà pour ce propos. Et donc, chers discutants, je vous invite à venir prendre place au pupitre.
Je ne vais pas laisser. Je vais te mettre le micro. Bonsoir. Vous entendez bien? Oui, oui, ça va. Tout le monde? Ouais. Oui. Est-ce que vous Moi, Est-ce que vous voyez Georges Elia également? Oui, oui. Oui, Ouais. Ah bon, très bien. parfaitement. Voilà. Merci. Il a un pull vert. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Droit. Bonsoir, Madame Atlan. Bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'effort intellectuel dont vous avez résumé les thèses devant nous en quelques minutes et de manière extrêmement précise. Et aussi vous remercier de m'avoir invité à débattre avec vous, à échanger avec vous ce soir. Alors, sans être limitatif, mon point de vue va s'appuyer sur le référentiel biblique et je pense que vous trouverez aussi un certain nombre d'échos à vos propres paroles. Je vais me situer à l'intérieur de la tradition de l'Israël historique. C'est un sujet et une préoccupation distinctive de la Bible hébraïque que de poser en effet la question des limites et de leur définition intrinsèque. Il y a ce que la psychanalyste Eliane Amadou-Lévy-Valenzy appelle le rocher hébraïque et qu'elle considère comme un arrière-plan civilisationnel qui constitue un véritable socle sur lequel a pu s'édifier aussi une partie de la modernité et de la sécularisation. Je dirais que toute la Bible hébraïque et la tradition hébraïque qui en résulte articulent une pensée des limites, en effet, que ce soit les textes bibliques eux-mêmes, que l'ensemble de la tradition orale, le Talmud, le Midrash, la Kabbale, c'est-à-dire la tradition mystique, la Halacha, les codes de loi, et même la philosophie juive elle-même depuis le Xe siècle. Le terme hébreu pour désigner la limite, c'est la gvoul. Et gvoul désigne aussi une frontière au sens géographique, mais aussi au sens psychique. Il y a plus précisément une problématique des limites dans le champ hébraïque qui est en particulier fondée sur le principe de la différenciation, dont il est beaucoup question dans votre propre élaboration philosophique. En hébreu, la havdalah. Et cette différenciation, en effet, apparaît, se déploie sous le rapport du récit étiologique de la création, comme vous l'avez rappelé en fin d'exposé. Et cette différenciation est structurante dans tous les domaines. Elle structure en effet tous les domaines de l'économie du vivant. Dans la métaphysique, c'est la distinction entre le créé et l'incréé, que double la distinction entre le profane et le saint. Dans le champ ontologique, la distinction entre le transcendant et l'immanent. Dans le domaine de l'éthique, l'opposition entre le pur et l'impur, le juste et l'injuste. Dans le plan juridique, l'opposition entre le licite et l'illicite, toujours indifférenciée néanmoins de la problématique de la tzedaka, de la justice, qu'on pourrait traduire par charité. Dans le champ du politique, la différenciation des instances, chose que les modernes ont tendance à oublier, mais Spinoza a sans doute été un des premiers à réhabiliter cet enseignement, à savoir qu'il existe dans la Bible hébraïque une différenciation des pouvoirs, de l'exécutif, du judiciaire, de l'instance prophétique et de l'instance sacerdotale. Mais également une pensée thérapeutique, qui est probablement une des grandes sources d'enracinement de la psychologie et la psychanalyse moderne, avec une anthropologie qui fait droit à la problématique des passions, s'articulant à la raison et allant vers la définition harmonieuse d'un distinguo pertinent entre la santé spirituelle et physique et la pathologie psychique ou somatique.
mais également différenciation sur le plan anthropologique. Vous en avez cité un certain nombre, au premier chef desquels la distinction fondamentale entre le masculin et le féminin. Et puis, bien sûr, différence des espèces qui culminent dans la pensée hébraïque, dans la limitation de certains mélanges, notamment les mélanges hybrides, comme vous le savez sans doute. Donc, cette notion de limite va délimiter un certain nombre de champs et va conditionner, comme vous l'avez également dit dans votre développement, les conditions mêmes de l'élaboration du lien social. La différenciation est à l'origine des catégorisations de toute nature, y compris cognitives, et très certainement un principe de sens. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, in fine, de rendre le monde habitable. C'est l'expression qu'emploie le philosophe Emmanuel Lévinas. Toute la tradition hébraïque est donc une pensée des limites qui suppose un processus de différenciation infini, voire indéfini, dans la mesure où nos connaissances ne sont pas bornées, et jusque dans la conception même de l'universel. L'universalisme différentialiste qui est porté par la tradition hébraïque a commencé par la distinction entre Israël et les nations, les unes et les autres ayant des fonctions spécifiques. La recherche d'une proximité dans la paix sans confusion. La pensée des limites, fondée sur la différenciation, a pour finalité de prévenir l'informe et le règne de l'uniforme. En termes modernes, on dirait que c'est une pensée qui essaie de délimiter et de rendre impossible la psychose. Dans l'ordre historique, la différenciation est porteuse de singularisation. Dans l'ordre généalogique, la différenciation est porteuse de distinctions fondatrices et structurantes, notamment dans le domaine axiologique. Et dans l'ordre de la transmission, la différenciation est porteuse à la fois d'émancipation et de liberté. J'en viens maintenant à quelques remarques. Il est certain, pour me résumer, que la subversion de toutes les limites a toujours été appréhendée par la pensée hébraïque et ses différents représentants comme une involution civilisationnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'effacement des limites que vous avez souligné dans la généalogie très finement établie dans votre réflexion culmine dans ce qu'on connaît sous le rapport des différentes formes de la désymbolisation contemporaine. Désymbolisation qui s'attaque d'abord au langage et bien entendu aux mœurs, mais aussi qui se traduit par la crise des institutions. En somme, on pourrait se demander si une réflexion contemporaine sur les limites peut faire l'ellipse sur cet arrière-plan. C'est une des questions que je pose. On peut se demander s'il est possible d'élaborer une réflexion, y compris renouvelée, comme vous le faites brillamment et pertinemment, sur un horizon philosophique qui serait décorrélé de ces ancrages bibliques et monothéistes au sens plus général. Le rationalisme des Lumières, qui a réarticulé à partir du primat de la rationalité intellectuelle la question des limites et des conditions de mise en œuvre de ces limites, aussi bien par la pensée que par les pouvoirs, a néanmoins été frappé d'une très grave crise à notre époque, avec les totalitarismes. N'est-ce pas à ce moment-là que nous avons connu la mise en échec de cette pensée? Ces lumières sont-elles encore celles dont Ernst Cassirer a parlé? N'y a-t-il pas eu de nombreuses objections portées à ce paradigme, de Gunther Anders à Zygmunt Bauman, en passant par Lipovetsky en France? Peut-on penser les limites aujourd'hui sans penser avec l'apport de cet héritage? Il me semble qu'il faut se garder d'un écueil qui serait de reconduire le péché mignon de la modernité, qui consisterait à assimiler la tradition biblique à une forme d'archaïsme dont on peut se passer. Voilà, ce sont les quelques questions et réflexions que je voulais vous livrer. Merci beaucoup. Est-ce que... Non, je crois que... Ce que je propose, c'est qu'on écoute nos trois discutants. Et puis Oui, ensuite, oui, c'est mieux. Très bien. vous réagissez entre vous. Et puis, bien sûr, on aura le temps pour échanger avec la salle. Bonsoir à tous, heureux d'être avec vous, de vous retrouver. Merci
Madame, merci monsieur de votre exposé fort clair, fort synthétique, qui permet à la fois de brosser un portrait de la situation contemporaine et en lui donnant une profondeur historique qui est précieuse à bien des égards. Parmi les nombreuses formules fortes que vous proposez à la réflexion, et puis celle que mon ami Georges Elia a pu reprendre, il y en a une qui m'interpelle particulièrement quand vous délimitez la limite comme un espace. Il y a quelque chose de contre-intuitif dans cette expression, dans la mesure où l'expérience de la limite, c'est aussi le trait qu'on fait sur le papier et qu'on veut le plus fin possible. Et là, l'espace, il faut qu'il soit un minimum élargi pour être habitable. Et cette expression-là me fait raccrocher à un certain nombre de réflexions autour de cette limite bien particulière qu'est la frontière. Vous disiez, vous y reveniez aussi. L'expérience de franchir une frontière est une expérience assez singulière. Alors, je parle pas de celle qui traverse les plaines de Flandre entre la France et la Belgique, mais on a en tête des frontières plus douloureuses. Voilà, j'ai le souvenir d'avoir franchi le mur de Berlin. C'était quand même quelque chose à la fois d'un peu inquiétant, et puis ce changement de passer d'un monde à l'autre. En fait, une frontière, c'est un moment où l'on n'est plus protégé par une loi et où on n'est pas encore protégé par l'autre loi. Et ce qui est un moment bien singulier. Et le lecteur des évangiles que je suis ne peut pas ne pas penser au baptême de Jésus qui a lieu justement au Jourdain, donc à la frontière. Un lieu vécu consciemment à la frontière, et c'est là qu'il y a une révélation, une parole qui va dire « tu es fils ». Et donc, c'est qu'au moment où il n'est pas encore, que cet espace qui s'appelle la frontière peut devenir un espace initiatique, en fait. Donc, on a autre chose. Et alors, du coup, ça me fait poser une question, vous poser une question. Finalement, je trouve que la manière dont vous essayez de reprendre de manière positive une philosophie de la limite, une définition sans essentialisme, bien sûr, de la limite, comment en faire l'expérience, en fait? Parce que on pourrait vous objecter que finalement, vous reprenez des éléments d'une définition classique de la limite positive, c'est une victoire, voilà. Alors, même si vous avez bien insisté sur la nécessité de la définir, donc de la faire évoluer, de la faire bouger. Mais après l'expérience de l'époque contemporaine, et j'ai bien aimé la manière dont vous présentiez cette époque-là, en termes d'exploration géographique. Une fois qu'on a fait l'expérience d'être le gabier sur la Vigie de la Nina, de la Pina ou d'autres caravelles de Christophe Colomb, une fois qu'on s'est trouvé derrière le télescope Hubble et d'autres, comment ne pas être toujours tenté d'être un explorateur, d'avoir envie d'aller voir de l'autre côté, d'aller chercher. Comment du coup faire cette expérience de la limite quand on est en même temps, et je crois légitimement, habité par ce désir de trouver de nouveaux horizons dans le monde, de nouvelles terres à explorer, de nouvelles expériences humaines à faire. Donc ça, c'est vraiment une question. Et puis, Georges Elia l'a fait, vous l'avez fait vous-même en parlant beaucoup de la parole et du silence. Comment l'expérience du silence peut-elle devenir une initiation à la limite? Parce que ce que je viens d'essayer d'expliciter à l'égard de la frontière peut se dire aussi, je pense, du silence. Le moment où l'on est silencieux, c'est le moment où l'on est encore un écoutant et on n'a pas encore pris parole. Et ce moment du silence est donc le moment aussi d'une habitation, d'une révélation, pas nécessairement prophétique et d'un saisissement et d'un ravissement, mais le moment d'une habitation de la parole. Comment cette expérience-là
peut-elle être une véritable initiation pour aimer la limite? Parce qu'en fait, c'est ça le défi que vous posez justement depuis 68, début du 21e siècle, cette tentation de l'effacement de la limite. Comment permettre de la faire aimer? Non pas de la faire goûter, parce que ça, effectivement, la pandémie nous fait découvrir qu'elle s'impose, mais comment nous la faire aimer? Voilà les deux questions que je voudrais vous poser. Oui, c'était ouvert, merci. Bien, bonsoir. Je suis tout aussi extrêmement heureux d'être ici, de vous retrouver, de réagir au travail remarqué et remarquable de Monique Atlan et de Roger Paul Droit. Et je ne m'attire aucune gloriole en disant cela. J'étais extrêmement pris ce soir. N'étant pas ubiquitaire, j'ai renoncé, parce qu'il dit renoncer, il dit choisir, donc j'ai choisi d'être là, aussi par intérêt, parce que j'aurais à apprendre. Ma réaction toute courte sera en 3 temps. Je trouve sincèrement, lorsqu'il y a cette interaction entre approche philosophique et religion, c'est quelque chose de très bien de nos jours, surtout à une période d'affaissement de la réflexion, d'agonie de la lucidité, où l'on ne fait pas preuve de discernement. Et d'ailleurs, parler de nuances de nos jours et d'essayer de comprendre, pour certains, relève d'une naïveté obtuse, alors que pour d'autres, c'est aussi une véritable radicalité voulue, aimable. Et donc, ce lien entre religion et philosophie m'a fait penser, en écoutant tout à l'heure Roger Paul Droit, au traité décisif d'Averroès, lorsqu'il disait s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Je rappelle simplement que le traité décisif n'est qu'une fatwa, mot qui ne veut pas dire condamnation à mort, mais donner un avis pour répondre à une situation. Ma réaction est en 3 points. Une réflexion un peu d'ordre général, un peu en gros selon la révélation coranique dont je me fais, selon ma compréhension toute limitée, un peu le porte-parole ce soir, et une réactualisation par rapport à ce qui nous intéresse en ces temps contemporains et un peu compliqués. Donc la réflexion générale, c'est qu'effectivement, et Monique Atlan l'a dit avec beaucoup de justesse, c'est qu'à l'ère des NBIC, comme on dit, cet acronyme qui renvoie à la nanotechnologie, à la biotechnologie, à l'intelligence artificielle et au cognitisme, on a cette idée des frontières qui s'estompent. Alors frontières, bornes, limites, dans l'ouvrage, il y a de très belles définitions. Là, je les utilise presque, et vous me pardonnez, de ne pas les considérer comme interchangeables, mais parfois j'utilise tel ou tel terme à la place de l'autre. Et donc, les frontières s'estompent. Non seulement au niveau même des connaissances scientifiques, l'homme s'est vu éjecté du centre du monde. Il voit aussi que la frontière entre l'inconscient et le conscient est ténue, voire quasi inexistante, mais je le dis sous le contrôle de Georges Elia. Avec Freud, il voit qu'avec justement Galilée, les choses sont aussi relatives, et donc il n'y a plus de frontières bien établies. Et même devant la petitesse du monde, tout à l'heure, Roger Paul Droit parlait de monde clos, que de nos jours, l'horizon et l'univers. De Sénèque à nos jours, lui qui disait dans sa Médée, en ces temps-là, le monde était multiple, ailleurs était vraiment un ailleurs, et voilà que le vaisseau thessalien l'a réduit à n'être plus qu'un, plus rien n'est de l'ordre de jadis.
les obstacles sont surmontés, la mer est bouleversée, plus rien n'est de l'ordre de jadis. C'est que ainsi, on va vers une sorte d'unification ou de rapetissement du monde et les horizons s'éloignent, mais on tient à faire en sorte de faire disparaître les limites, et dans presque toutes les disciplines. Sauf en mathématiques, j'ai vu que lorsque nos professeurs nous disaient, quand j'étais jeune étudiant en sciences, n'oublie pas les conditions limites spatiales, les conditions limites temporelles, et mathématiquement, on a par exemple -1 à la puissance n n'a pas de limite comme fonction dans son domaine de définition. D'ailleurs, lequel domaine de définition peut être fermé ou ouvert? Quand il est fermé, ça veut dire que les bornes sont à l'intérieur du domaine de définition. Quand il est ouvert, les bornes sont à l'extérieur et on peut y tendre asymptotiquement. Le deuxième volet du triptyque, c'est une réflexion sur cette notion des limites que j'emprunte à un islamologue qui nous a quittés récemment en décembre 2019, Mohamed Shahroud, et qui curieusement porte le titre de théorie des limites, la théorie des limites. Pour lui, et peut-être que vous m'avez entendu le dire ici ou ailleurs, c'est qu'aussi étonnant que ça puisse l'être, la révélation coranique ne se veut pas normative, prescriptive. Les aspects, à supposer que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente, les aspects normatifs ne sont que le 1/30e du corpus. Les 29 autres 30e sont autre chose. Rappelez par exemple la geste des prophètes, c'est omniprésent que les aspects normatifs. Et donc, pour les aspects normatifs, ce que d'aucuns appellent la charia, un mot qu'il faudrait savoir préciser plus tard et dans un autre contexte, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, et d'ailleurs qui n'est qu'un apax comme substantif dans le corpus, et qui ne veut pas dire loi. Ça renvoie à l'idée d'un ordre, l'ordre juste. Ça fait rappeler Ségolène Royal. Donc, les approches normatives, finalement, dans cette théorie des limites, ne sont qu'une lex limitatis. C'est une loi limite, une loi cadre, nous aurions dit. Ça sous-entend que de nos jours, du droit positif, la fabrique de la loi est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Si on n'en est pas content, on change. Bien sûr, quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes, mais dans une approche religieuse et de foi, le législateur premier étant Dieu, mais il n'a pas donné les choses, selon cette compréhension de théorie des limites, une bonne fois pour toutes et une loi fixée et avec une norme névariéture, immuable. Simplement, il donne des limites. La loi du talion, c'est pour qu'une vie soit une vie, en contrepartie d'une vie, mais pas pour une vie toute la tribu, pas pour une dent toute la mâchoire, pas pour un œil les 2 yeux. C'est simplement la limite supérieure. Mais si on pardonne, si on n'applique pas cette loi, c'est aussi possible. Voilà, pour dire en quelques mots, cette notion de limite qu'il faut savoir intérioriser, parce que la loi, ça s'intériorise en réalité, mais pour cela, il faut une conscience. En disant cela, je pense toujours à Simonide, le poète, qui, dans son distique élégiaque rappelant le massacre des 300 en Thermopyles, disait aux passants ici, va dire aux Lacédémoniens que nous gisons ici parce que nous avons obéi à la loi. C'est le fait d'obéir à la loi comme une adhésion. Et je finis, ça c'est le 3e volet du triptyque, par ce que Mohamed Harkoun appelle une pensée subversive pour justement
passer d'une épistémée médiévale éculée, obscurantiste même, et avec un régime de vérité moyenâgeux, à une épistémée moderne en ce qui concerne les questions épineuses de nos jours du fanatisme religieux. Et donc, il passe par un triptyque qui n'est pas de lui, il est de son maître Claude Cahun, et c'est transgresser, déplacer, dépasser. Et ce triptyque avec la transgression, le déplacement et le dépassement nous renvoie aussi à des notions. Transgresser des tabous et des idées comme ça dogmatiques, ouvrir les clôtures dogmatiques, sortir des enfermements doctrinaux, dégeler les glaciations idéologiques, déplacer tout cela vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens par la batterie de disciplines des SHS, des sciences de l'homme et de la société, herméneutique, exégèse moderne, linguistique, philosophie, philologie, paléographie, ce qu'on appelle d'ailleurs l'histoire matérielle, codicologie, etc., sémiotique, médiologie, tout cela doit concourir à comprendre à l'intelligibilité de la foi. Et puis le troisième point, c'est le dépassement. Dépasser tout cela pour une raison émergente, une rationalité métamoderne, une rationalité nouvelle qui allie à la fois les ressources inventives de la technoscience, parce que nous y sommes et nous devons en avoir, et allier cela avec l'invariant besoin de transcendance et la soif inextinguible de spiritualité. Donc voilà globalement la notion de transgression, de déplacement et de dépassement. Je ne sais pas si ça... Oui, ça marche très bien. Merci infiniment, Caleb. Et effectivement, tu as bien fait de rappeler que c'était difficile de t'avoir ce soir, puisque tu avais des contraintes très fortes. Donc, merci encore de t'être dégagé pour être présent. Cher Roger-Paul Roy et Monique Atlan, vous avez un certain nombre de questions qui vous ont été posées, de réactions et de questions. Donc, à vous la parole. Eh bien, je tiens d'abord à remercier très vivement et du fond du cœur nos trois discutants, à la fois pour la précision de leur écoute, l'acuité de leur analyse et pour la difficulté de leurs questions. Alors, je ne suis pas du tout évidemment certain de répondre, mais peut-être sur quelques points de poursuivre ou en tout cas de dire ce que leurs propos m'ont évoqué. À Georges-Élias Sarfati, à la question « ne doit-on pas tenir compte de façon, j'ai envie de dire, impérative, presque, non pas comme un ordre, mais comme quelque chose d'incontournable, d'irréductible, d'indépassable, de la tradition biblique pour une pensée, non seulement de la limite, mais j'ai envie de dire pour une pensée contemporaine et qui essaye de comprendre quelque chose au monde actuel, évidemment oui, puisque nous avons, d'ailleurs à plusieurs reprises et plus souvent que nous n'en avons parlé ce soir, fait référence à des textes en hébreu dans le livre « Le sens des limites ». Monique est hébraïsante, moi je ne le suis pas, mais j'ai appris d'elle, par exemple, que le verbe « léhavdil » en hébreu, qui signifie discerner, distinguer et aussi séparer, est très proche de l'équivalent grec krino, qui a donné pensée critique, qui a donné la crise et la critique, qui signifie lui aussi séparer, discerner, distinguer. Je crois qu'il n'y a pas de travail possible de la raison sans une forme de séparation des éléments, les séparer pour pouvoir les relier, pour pouvoir les comparer. Et donc,
il me semble bien évidemment devenu absolument indispensable, en tout cas, je parle pour moi, mais me semble-t-il pour un philosophe d'aujourd'hui, de tenir compte, le plus grand compte, de cet héritage biblique qui n'est pas simplement un héritage religieux, qui est évidemment un héritage intellectuel, mais je crois que si on entre dans ce chemin, on va avoir des problèmes avec la philosophie. Et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il va falloir remettre en cause une large partie, certainement pas tout, mais une partie des interprétations et des héritages de la philosophie grecque qui, entre autres choses, me semble avoir comme inconvénient aujourd'hui, à la lumière de cet héritage hébraïque, d'avoir surestimé les pouvoirs de la logique et de la raison seule. Autrement dit, il ne s'agit pas de devenir irrationnel, il ne s'agit pas de sombrer dans une sorte de dictature de l'affectivité, mais il y a à la fois le fait d'avoir à tenir compte d'un au-delà de la raison, et puis de cesser de penser que tout, quelle que soit l'importance de la logique et des éclaircissements philosophiques et conceptuels, que tout puisse se résoudre de cette manière, et encore moins la vie humaine ou la vie politique en être entièrement dépendante et déterminée. Pour ne pas être trop long, je ne sais pas si Monique, sur ce point, veut ajouter quelque chose. Non, j'insisterai sur effectivement cet alliage qui n'est pas du tout suffisamment, à mon avis, mis en œuvre, mais effectivement, comment trouver ce point d'équilibre, toujours instable, bien sûr, entre cette part des affects en nous et la rationalité. Je crois que c'est la plus grande difficulté de l'heure. Nous travaillons actuellement sur un livre sur la parole, effectivement, et ce qui me frappe, c'est comment la société contemporaine voit se déployer ces pulsions sans limite de haine sur les réseaux sociaux, ou de cette affectivité débordante qui n'est plus canalisée par la rationalité, de la même façon que Roger Paul, au contraire, insiste sur le fait que la philosophie a fait le contraire, a pris le risque contraire. Donc, comment organiser cet alliage effectivement d'une relation au corps et pas seulement une relation à l'intellect? Et je crois qu'il y a quelque chose qui se joue de décisif, c'est par rapport à l'idée de maîtrise et de l'idée de renoncement à la maîtrise qui est l'enjeu contemporain le plus important, ce qui ne signifie pas ne pas pouvoir dépasser les limites, bien sûr, qui peut continuer à les dépasser, mais c'est plutôt dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est la volonté de maîtrise absolue de soi-même, de ces injonctions qu'on se donne à soi-même. Comment tout ça s'allie dans le sens de alliage. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais il y a quelque chose à trouver parce que sinon, effectivement, le risque, c'est le nihilisme absolu. Et moi, j'ai toujours un sentiment, de par probablement mes origines juives, un sentiment qu'il n'y a pas de philosophie, enfin, qu'il n'y a pas de privilège du pessimisme ou du négatif. Il y a, quand Ernst Bloch écrit Le principe espérance, 2 ou 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment qu'il y a surtout la possibilité de toujours continuer à parier sur le fait que les hommes sont aussi capables de positif et d'élaboration. Toute la difficulté, effectivement, et nous n'avons pas la réponse, ce n'est pas la peine de faire comme si nous l'avions, comment mettre ça en œuvre? Voilà, c'est la question que le père Morin a posée, c'est la question la plus difficile. Et je laisse la parole à Roger Paul pour y répondre. Ce sont les limites. Peut-être, oui, alors le père Morin est parti de l'idée de la limite comme espace, et effectivement, c'est à la fois difficile un petit peu à penser, mais c'est ce que les Romains appelaient l'imès.
Dans Virgile, par exemple, le verbe limitor, c'est frayer un chemin. C'est ça que signifie limitor. Entre deux champs, on ouvre un chemin qui est le point de passage et qui est aussi la frontière. Et le limes romain comme bordure de l'Empire, ça n'était jamais une ligne frontière comme les nôtres aujourd'hui, ou celle entre les États modernes, mais plutôt des marches, comme disait le vieux vocabulaire, c'est-à-dire des espaces où il y avait la possibilité de voir les légions circuler, les convois commerciaux passer, un peu comme la muraille de Chine, elle aussi était un point de passage. Alors si on pense, ce qui est contre-intuitif ou devenu contre-intuitif pour nous, si on pense la limite comme passage, il y a effectivement la question que vous avez posée, Père Morin, de façon tout à fait aiguë, que devient l'expérience de cet espace de la limite et comment le faire pour qu'elle devienne, en quelque sorte, vous disiez, aimable. Alors, ce qui m'est venu, c'est d'abord que je ne suis pas tout à fait sûr que nous puissions aimer les limites. Nous les aimons parce que, effectivement, elles structurent, mais nous ne les aimons pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire parce qu'elles nous empêchent de faire tout ce que nous voulons, chacun, et de faire un peu n'importe quoi. Et donc, d'une certaine manière, il y a une ambivalence, me semble-t-il, fondamentale de chacun envers le vécu des limites. Mais il me semble que quand vous parliez de aimer la limite, vous vouliez dire, m'a-t-il semblé aussi, faire en sorte qu'elle devienne intégralement positive ou en avoir un vécu, une expérience qui soit positive. Il me semble que, bien sûr, il y a ce thème que vous avez évoqué aussi du monde sans dehors, où il n'y a plus apparemment de conquête possible. Il y a bien longtemps que tout est exploré. En apparence, il se peut qu'il y ait toujours des frontières internes, qu'il y ait toujours, d'une certaine manière, soit de nouveaux dispositifs mentaux ou intellectuels ou spirituels, mais aussi quelque chose qui serait le même monde vu simplement autrement. Les changements sont souvent des changements de regard. Et enfin, sur la question du silence, qui est effectivement centrale, me sont venus, ce sont juste des bribes de remarques, mais deux choses. La première, c'est que c'est un silence qui est toujours, pour les êtres parlants, habité de mots. Même lorsque nous ne parlons pas, que nous ne faisons qu'écouter, nous ne vivons jamais le silence des pierres, nous ne savons pas ce qu'est le silence des pierres, c'est un silence, ou le silence des choses. Nous n'avons qu'un silence, si j'ose dire, habité, même virtuellement, de paroles. Et j'ai retrouvé là le thème du chemin. Il se pourrait que ce silence, ça soit quelque chose qui soit un chemin entre des paroles, c'est-à-dire qu'il soit d'une certaine manière orienté, frayé, et qu'il prépare à des discours possibles. Et je remercie Khalem Bencher de son triptyque. Je crois que sur ce qu'il a fait remarquer du décentrement de l'être humain aujourd'hui, reprenant la pensée aussi de Freud, faisant remarquer qu'il y a un décentrement spatial depuis Copernic, enfin nous ne sommes plus évidemment au centre du système solaire, que Darwin et les théories d'évolution nous a décentrés du centre des espèces, et que Freud lui-même nous a sortis de notre propre centralité psychique en montrant que nous n'étions pour une part, à la périphérie de notre propre pensée. Mais ce décentrement accentué aujourd'hui, plus encore par l'écologie, il nous a semblé, on l'avait développé, Monique et moi, dans le volume dont elle parlait tout à l'heure, Humain, un humanisme décentré
implique une responsabilité d'autant plus grande. Plus l'homme est aujourd'hui en quelque sorte décentré du point de vue de son empire sur la nature ou sur l'univers, plus il se vit comme un élément d'un ensemble qui le dépasse de toutes parts, plus il devient responsable non seulement de lui-même, mais des autres espèces vivantes et de sa propre survie sur la planète. Il y a donc une sorte de dialectique spécifique de ce décentrement. Et bien sûr, je crois que je ne peux que vous remercier et vous dire que je suis en pleine consonance avec votre remarque finale sur une rationalité moderne. J'ai bien connu Mohamed Harkoun autrefois, une rationalité moderne qui sache tenir compte de la transcendance. Ça, c'était finalement probablement le véritable défi des pensées aujourd'hui. Et finalement, je viens aussi de consacrer un livre au voyage dans les philosophies du monde. C'est l'idée qu'il y a de la philosophie partout, y compris dans des traditions spirituelles, dans des révélations religieuses, dans des systèmes qui semblent dogmatiques, mais qui sont chaque fois, selon les époques, les langues et les perspectives, travaillés par de la rationalité et qu'il faut tenir compte, si nous voulons philosopher aujourd'hui de façon, à mon avis, renouvelée, ou en tout cas assouplie et élargie, il faut tenir compte de ce travail de la rationalité dans des contextes distincts et pas seulement de l'héritage grec, qui est évidemment estimable, mais n'est pas le seul. Une sorte de déclaration type Vatican II à propos de la philosophie que vous faites. Est-ce que vous voulez réagir, chers discutants, sur ces propos? Et puis on va prendre les questions. Georges-Elia? Merci d'avoir pris le temps et le soin de nous répondre. Moi, je voulais aussi vous rendre hommage, Monsieur Droit, parce que vous avez été le premier, à mes yeux, était encore le seul à avoir ouvert le public aux philosophies d'ailleurs. Et donc, je suis très heureux de cette rencontre et j'espère qu'elle se renouvellera. Merci à vous, j'espère bien aussi. Merci. Alors, il y a une question en visio. Elisabeth, est-ce que tu veux prendre la parole? Et puis, la salle, bien sûr, n'hésitez pas non plus à intervenir, hein, chers auditrices et auditeurs. Elisabeth. Oui, alors merci beaucoup à tous parce que c'était passionnant, très intéressant et surtout assez concret, avec beaucoup d'exemples. Moi, je voulais vous faire part d'une réflexion qui me paraissait liée à cette notion de limite entre limite individuelle et limite collective. Et je prends l'exemple des mouvements actuels tels que MeToo, où finalement, dans l'ensemble de la société, par exemple, les femmes vont mettre des limites à ce qu'elles jugent acceptable. Je donne l'exemple le plus probant, probablement à travers, par exemple, le harcèlement de rue, qui, il y a quelques années, n'aurait pas été sans doute réprimandé. Et il y a l'idée de limites d'acceptation, de seuil de tolérance, etc. Donc, d'un côté, on voit un mouvement où individuellement, les limites s'expriment à dire je ne supporte pas tel ou tel comportement, et parallèlement, sur les réseaux sociaux, on assiste à un déchaînement d'invectives, de violences, d'accusations, etc., où là, les limites n'existent plus dans ni les mots, ni les accusations. Et je me demandais si, à travers les différents mouvements que vous avez décrits et les étapes, il n'y avait pas une confusion finalement sur la notion même de limite.
c'est-à-dire on met des limites dans des comportements qu'on va juger inadmissibles en allant très très loin, presque dans l'excès, et on met aucune limite dans les propos qu'on va tenir, comme s'il y avait finalement une sorte d'immense confusion sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, une sorte de perte un peu de bon sens, si je puis dire. Enfin, j'exprime ça de manière un peu caricaturale, mais c'est la perception que j'ai. Écoutez, c'est très, très passionnant. Merci pour cette intervention parce que je n'ai pas voulu rallonger les réponses que Roger Paul a faites, mais c'est vrai que ces deux mots de individu et collectif manquaient à nos réflexions et qu'au fond, il y a quelque chose effectivement, et que vous avez très bien décrit, qui se met en place, qui est quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire un lien un peu différent qui s'organise entre l'individu et le groupe, entre l'individu et le collectif. Parce que j'ai moi le sentiment que contrairement à ce qui est annoncé, c'est-à-dire une société d'un individualisme échevelé, en réalité, cet individualisme, on a écrit un article sur ce thème il n'y a pas très longtemps, à mon avis, est à bout de souffle. Et il ne trouve plus comment dire, en lui-même d'énergie suffisante pour continuer toujours sa course. Et effectivement, on commence à apercevoir la nécessité d'un lien de solidarité, de faire groupe. Et d'agir, donc pour agir, parce qu'en fait, les actions, enfin, les prises de parole sont aussi des actions. Alors, concernant ce que vous dites sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'on travaille sur ce thème en ce moment. Eh bien, écoutez, c'est l'idée même de l'anonymat qui est finalement le contraire même du collectif. Parce que l'anonymat, c'est une sorte de masse informe dont on ne connaît pas les visages, on a des onomatopées, des abréviations, des emojis pour dire ce qu'on pense de façon très violente, mais ça n'est pas un groupe. Ça n'est pas un groupe constitué d'êtres qui ont des visages, qui peuvent se saluer, qui peuvent se protéger, se renforcer quand ils sont dans un combat. Et donc, effectivement, comment organiser de façon beaucoup plus forte la reprise, comment dire, l'alliage, encore une fois, entre l'individu et le collectif, à mon avis, ça va être un des enjeux les plus importants des temps à venir, parce que je crois qu'on ne pourra pas continuer sans fin cette course éperdue à, comment dire, auto-centrée. Voilà. Donc, je trouve très important que vous ayez précisé cela. D'un mot peut-être, juste, je ne veux pas laisser la parole à d'autres personnes, mais peut-être ajouter à ce que vient de dire Monique par rapport au contraste que vous mettiez en lumière entre on pose des limites au harcèlement de rue, par exemple, et on se déchaîne contre les sans limites sur les réseaux. La différence, elle est finalement d'une certaine manière toute simple, c'est qu'on pose d'abord des limites aux autres. Et elles peuvent être tout à fait légitimes, puisqu'il s'agit de respecter la dignité des femmes dans les rues et de ne pas qu'elles ne soient pas agressées, même verbalement, ou pire. Mais il s'agit de poser des limites aux autres. Et on n'en pose pas à soi-même dans le déchaînement de son ressentiment, de son expression, de sa colère, de sa fureur. Et ça, c'est un déséquilibre qui est, je crois, aussi perceptible dans d'autres domaines contemporains, où les limites, on a beaucoup plus tendance à les inscrire pour les autres et envers eux qu'envers soi-même, avec les meilleures raisons du monde, parfois. Hein, mais cette dissymétrie est, je crois, se retrouve partout, quoi. Merci. Didier. Voilà, je crois que vous m'entendez. Merci. Oui, bon. Exposé passionnant, évidemment, pour un législateur.
qui fabrique de la norme et qui est confronté à une situation de société où le refoulé, l'émotionnel multiplie les surgissements. Moi, je ne vais pas vous interroger là-dessus finalement, je vais vous interroger sur l'expérience de la frontière, l'expérience de la limite, qui peut être matérielle dans le désert, par exemple, qui peut être immatérielle, on peut penser à l'amour, au courage. Quelle est, sincèrement, selon vous, à chacun d'entre vous, quelle est la plus belle limite que l'homme puisse dépasser? On peut commencer par les discutants. Moi, je dirais c'est celle des connaissances, parce qu'elle augmente toujours plus, ça nous l'avions précisé, notre ignorance. En fait, plus on apprend, plus on mesure notre propre ignorance, et donc c'est quelque chose qui est à l'infini et qui effectivement participe d'une possible élaboration de soi-même en tant qu'être humain et dans ses relations au monde. Donc, moi, ce serait, voilà, de façon très rapide, ça serait pour moi, ça serait ça. Alors, la plus belle limite à dépasser, c'est probablement celle de savoir qu'il y a de l'indépassable. Mais c'est plus, si vous voulez, c'est l'idée que nous devons accepter que quelle que soit l'étendue de nos connaissances, notre ignorance augmente en même temps que nos savoirs s'étendent, mais aussi qu'il y a quelque chose que finalement nous n'atteindrons jamais. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a de l'indépassable et que quels que soient nos progrès, et ils peuvent être immenses, que ce soit des progrès existentiels, personnels, collectifs, politiques, sociaux, scientifiques, il faut toujours continuer. Voilà, le jour où on dira la science est faite, l'humanité a abouti, ce jour-là n'existe pas. Prenons l'image de la ligne d'horizon vers laquelle Voilà. on va, vers laquelle on marche et qui recule au fur et à mesure qu'on avance et qui, effectivement, qui contient en elle-même une idée d'infini. Et pourtant, on tente d'y arriver, on croit y arriver, on espère y arriver. Il y a quelque chose dans notre imaginaire qui est fourni, ce rêve-là, et qui est un rêve humain. Mais voilà, ça serait ça. Khaleb, tu dirais quoi? Mince. Moi, je distingue deux cas. Le cas de la science ou de la connaissance, comme l'a si bien dit Monique Atlan, il ne doit pas y avoir de limite. Conformément à l'aphorisme bien connu, aller acquérir le savoir depuis le landau jusqu'au tombeau. Et la connaissance, la science sont cumulatives. Le savoir est cumulatif. Alors, ça se corrige, mais en tout cas, on engrange et on continue à apprendre. Et là, il ne doit pas y en avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une éthique propre aux chercheurs ou aux scientifiques ou aux gens du savoir. Au contraire, ça les responsabilise davantage. Mais plus ils apprennent, bien entendu, plus ils se rendent compte qu'ils n'ont fait qu'éclairer un bout de l'obscurité ou des ténèbres qui sont dans leur environnement immédiat et qu'il y en a à connaître davantage. En revanche, dans le domaine en termes techniques, j'aurais dit l'axiologie, le discours qu'on porte sur les valeurs, eh bien là, c'est bon d'avoir des repères. Le véritable courage est une position médiane entre la couardise et le fait d'être poltron, et aller d'une manière imprudente et ne pas régler, j'allais dire, les choses. In medio stat virtus, donc la vertu est une position médiane entre deux extrêmes, qui doivent être cette limite. Pareil pour tout ce qui relève d'une attitude de tempérance, de raisonner
apaisée, sereine, réfléchie. Et ça doit être à la fois pour les individus, mais aussi pour les groupes qui font groupe. Donc, dans un cas, pas de limite, celui de l'acquisition du savoir et de la connaissance. Dans l'autre, eh bien, avoir des repères, c'est faire bonne société. C'est Raleb. Eric. Tu as répondu à 2 questions, du coup, mais c'est très bien. Quelles limites tu aimes dépasser et quelles limites tu aimes respecter? Tu peux aussi répondre à 2. Je consens assez bien à ce qui a été dit sur la connaissance ou sur cette habitation d'un état moyen. Je parlerai aussi de cette limite qu'on franchit à chaque rencontre qui établit la vérité. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément dans le mensonge, on n'était pas forcément dans l'erreur, mais le dialogue avec l'autre a permis d'établir, je crois que je n'ai pas d'autre mot de le dire, de faire une vérité qui n'était pas acquise. Et c'est nécessairement, dans les évangiles ou dans les lettres de Paul, on parle souvent d'enfantement à ce moment-là. Parce qu'on n'était pas et on devient. On était quelque chose, mais on devient autre. Il y a une transformation qui est une limite qui est donc franchie. Et celle-là, elle est belle. Merci Eric. Georgélia. Je ferai écho à ce que viennent de dire 2 amis. Et pour ma part, je voudrais souligner un paradoxe, c'est que sur le plan éthique, c'est ma préoccupation majeure, les limites sont probablement nécessaires pour dépasser et ne jamais cesser de dépasser nos égoïsmes. Ouais. Et cela vaut aussi bien pour le plan individuel que pour le plan collectif. Les plus grands projets de l'humanité sont aimantés par une recherche noétique sans fin. Et il serait heureux que nous puissions en effet poursuivre ces dialogues de manière à faire apparaître des invariants dans ce domaine. Tu peux préciser un petit peu quand tu dis oui, recherche noétique sans fin? Nous avons parlé des différents apports philosophiques, religieux, juridiques. Et, il y a toujours un écueil dans l'histoire. Il y a une sociologie de l'oubli. La connaissance a beau être cumulative, se faire de manière approchée, il n'en demeure pas moins que sur le plan axiologique, les choses sont toujours à refaire. Il n'y a pas de leçon de l'histoire. Et je pense que la réflexion sur les limites est d'autant plus nécessaire qu'elle doit être reconduite et renouvelée en fonction des époques, pour ces mêmes raisons. Merci. Et peut-être de manière encore plus critique actuellement. Oui. Merci infiniment. Patrick Butor. Une question un peu simpliste. Est-ce que ces personnes qui brouillent les limites, notamment les grands penseurs américains au service d'empires du numérique, ne sont pas là pour en établir d'autres, justement, et nous intégrer dans leurs empires? Je précise que Patrick Butor, qui est un auditeur IHEMR, entre autres, hein, mais tu as été ancien délégué interministériel aux normes. Donc, effectivement, quand tu parles des limites et des cadres, et de nouveaux cadres que les industriels voudraient fixer, tu sais de quoi tu parles. Oui, mais c'est me semble-t-il, une intégration qui n'est pas du même ordre que les intégrations dans l'Empire romain avec le droit de citoyenneté, par exemple, où il s'agit d'établir en fait des limites, ou un empire financier, bien évidemment, et du profit, mais avec, comment dirais-je, la conviction infusée chez les utilisateurs des réseaux et du numérique et du monde digital de leur fluidité permanente et de leur anonymat garanti, ce qui est un mode d'intégration très singulier, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Moi, je dirais qu'en fait, l'idée qu'ils sont en train de poser d'autres limites, oui, mais il y a des limites qui
je vais le dire de façon très rapide et un peu grossière presque, qui seraient plus totalitaires, disons. C'est-à-dire qu'elles ont une visée globalisante qui n'accepte de laisser personne en dehors d'elle. Et là, il y a quelque chose qui est un vrai danger. Donc, ce n'est pas l'idée de poser une limite pour poser une limite, c'est à quelles conditions et qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qui est dehors, ou est-ce que c'est une limite qui fait que finalement, technique. Alors, on attend un petit peu que nos intervenants reviennent. Je pense qu'ils se sont déconnectés, ils vont se reconnecter probablement. Bon, comme quoi, c'est bien l'hybride, mais ça ne remplace pas un tout présentiel. Hein. Ouais. Alors, j'en profite pour dire qu'il y aura une prochaine rencontre religion et philosophie en dialogue en juin. Et là, cette fois, normalement, on sera tous présents physiquement. Ce sera terminé, ces histoires de visio, enfin, sauf pour les gens qui ne peuvent pas assister, mais ça, c'est différent. La campagne. Ouais. Est-ce qu'il y avait il y avait une question encore du Amel, c'est ça hein? Oui, Patrick, tu voulais réagir? Parce que nos intervenants, nos discutants peuvent aussi intervenir. Oui, je voulais juste répondre à M. Droit que ces empires numériques ont leur propre système d'identité, bien évidemment, que ce soit avec des pseudos ou même des identités comportementales réelles. Ils savent très bien nous tracer et nous, en plus, ils nous inventent un nouvel univers avec les métavers. Donc, ils ont, à mon avis, prévu tout ça. Alors, il y est. Je te laisse manipuler. C'est bon. Bon bah, désolé hein, pour la coupure. Voilà, nous sommes désolés. Mon ordinateur, c'est... Allô? Vous m'entendez? Bon. On vous entend très bien, c'est bon. Bon, mon ordinateur s'est déconnecté et le temps de retrouver le lien. Voilà. Alors, il y a encore une ou deux questions, je crois. Allez-y. Oui, bonsoir. Je souhaiterais poser une question qui va dans le sens de beaucoup de choses qui ont été dites, le risque d'un franchissement de toutes les limites, notamment à travers une certaine globalisation en tant qu'elle pose ces enjeux, versus la tolérance. Tolérance, me semble-t-il, étymologiquement comme capacité à prendre l'autre avec soi, non pas simplement
supporter sa présence, mais accepter de pouvoir même des fois aller jusqu'à supporter l'autre, soutenir l'autre. J'aimerais poser la question à Monsieur Droit et Madame Atlan et les différents orateurs, notamment par rapport aux jeunes générations, sur cette question de la mixité qui est toujours un enjeu, puisque nous avons ce soir de beaux et bels exemples de mixité, une mixité de genre dans le duo des orateurs et une mixité religieuse. Comment vous garantiriez chacun et chacune l'apprentissage de cette mixité par l'apprentissage des limites, qui est très souvent mise en danger par une tentation de réduire l'autre à qui je suis? Alors, j'ai deux petits mots et après je vais laisser nos invités répondre. Il me semble qu'il faut faire une relative critique du traité de la tolérance de Voltaire, parce que cette grande référence, qui évidemment est un jalon important dans l'histoire des idées, repose sur ce postulat chez Voltaire que toutes les religions se ressemblent. Non seulement se ressemblent, mais disent la même chose et qu'elles n'auraient d'intolérance relative ou de dispute que sur des détails en oubliant qu'elles sont profondément d'accord sur l'essentiel. Je crois que c'est une vue un peu simpliste. Il me semble qu'il y a des divergences probablement irréductibles entre les monothéismes, mais aussi et a fortiori entre les athées et les croyants, ou entre bouddhistes et hindouistes ou autres. Et que la question n'est pas de dire tout le monde est d'accord et on s'écharpe sur des détails, mais plutôt de penser qu'il s'agit de coexister sur fond de désaccord. Et que c'est ça la vraie question, et la seule tolérance qui vaille, ce n'est pas celle qui nous met tous sur le même registre, mais qui fait que chacun dans son registre et avec sa conviction, nous vivons avec des désaccords qui ne nous font pas nous entretuer. Et ça suppose fondamentalement, je crois, de se mettre d'accord sur ce qui est inacceptable, parce que nous pouvons, tout en ayant des divergences irréductibles, avoir en commun un certain nombre de limites qui sont celles de la possibilité de vivre ensemble sans être nécessairement tous d'accord. C'est peut-être aussi ce que disait Éric Morin tout à l'heure, que dans le dialogue apparaît quelque chose de nouveau, vrai, qui n'était pas là avant. Aussi. Une création, un gain nouveau, en fait. Tout à fait. Amel, on va prendre une dernière question et puis après, on va vous laisser raccrocher proprement cette fois. Oui. On va se quitter. Amel, vas-y. Oui, alors en fait, moi, il y a une notion qui était, j'avais pas lu que c'était concernant les limites, cette rencontre, et un mot qui m'a surpris, que j'ai pas cru entendre, c'était le pouvoir. À partir du moment où il y a des limites, pour moi, il y a un référent qui est pouvoir politique, religieux. Et c'est vrai que la façon des 20 siècles précédents, où on avait ces pouvoirs qui étaient très présents depuis 1968, comme vous l'évoquiez, ces pouvoirs il est interdit d'interdire, ont ouvert la voie à tous les possibles et à se dire pourquoi la politique, les religions, etc., nous imposent des limites. Aujourd'hui, oui, il y a cette crise des limites, cet effacement des limites. Et comment imaginer l'après, comment se réinventer s'il n'y a plus de limites, ou est-ce qu'on va repartir vers de nouvelles limites et des systèmes un peu plus totalitaires qui maintiennent ces limites face aux populations.
Voilà. Reste recommencer la conférence. J'aurais envie de vous répondre d'un mot, alors que, évidemment, il faudrait des heures, mais il est fort tard. Votre question est tout à fait pertinente, sauf que il me semble qu'il y a des possibilités de pouvoir concerté, de pouvoir démocratique, de pouvoir qui fait l'objet de négociations entre les acteurs. Ça s'appelle le contrat social chez Rousseau, mais il y a des tas d'autres. Ça peut s'appeler une république ou une démocratie. Le pouvoir n'est pas nécessairement vertical et auteur de diktat. Parce que, alors après, ce serait une longue discussion, mais il me semble que l'interdiction radicale d'interdire, c'est bien plutôt ce qui supprime les possibles que ce qui les ouvre. Il faut au contraire qu'on se mette d'accord sur ce que l'on choisit d'interdire pour pouvoir vivre ensemble. Voilà. Et c'est effectivement un énorme travail de remettre en marche tout processus démocratique, collectif, citoyen, de décider ensemble. Oui, ça, c'est là-dedans que nous sommes empêtrés en ce moment. C'est ça. On peut le dire comme ça. Un immense merci. Merci à vous, merci de votre invitation, merci de votre présence et de toutes vos questions. Merci infiniment, Roger-Paul Roy, Monique Atlan, Raleigh Bencher, Éric Morin, Georges-Élias Sarfati. Merci pour vos échanges, pour la qualité du dialogue et l'exigence aussi, votre disponibilité pour ce temps de rencontre. Merci, chers auditeurs et auditrices. Très bonne soirée à toutes et tous, et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain rendez-vous. Vous serez bienvenus, Monsieur Droit et Madame Atlan, pour de prochains échanges. Avec Merci plaisir. beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.